Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette deuxième vidéo de Tout le monde s'en fout mais pas moi. Donc là, je vais essayer de parler plus fort parce que j'ai vu que dans la dernière vidéo, je parlais pas très fort et ça, enfin, vous ne m'entendez pas très bien. Donc aujourd'hui, j'essaie de faire un effort, d'autant que je suis en plein milieu de la forêt. Il ne devrait y avoir personne. S'il y a quelqu'un derrière moi qui apparaît, dites-le moi dans les commentaires et voilà, si je peux publier cette vidéo, si je ne me fais pas agresser. Bref, nous ne sommes pas dans un film d'horreur, nous sommes dans la réalité et nous sommes là aujourd'hui pour parler des choses qu'il y a sous mon cul et qu'il y a à ma droite un peu partout. Alors, on pourrait penser qu'on va parler des mousses, parce qu'il y a énormément de mousses là, mais aujourd'hui on va parler des lichens. Alors, je crois que les lichens, ça fait partie vraiment des choses dont tout le monde s'en fout profondément, dont personne n'y porte un intérêt particulier. En tout cas, je parle grossièrement, parce qu'évidemment, il y a des gens qui s'intéressent tout particulièrement et qui sont vraiment fans de lichens, qu'on appelle les lichenologues, les scientifiques qui étudient les lichens et qui sont des gens tout à fait merveilleux. Mais aujourd'hui, on va parler de lichens. Alors, je me trouve ici dans une forêt de Suède. Donc, c'est une forêt à première vue avec deux essences majoritaires, des pins sylvestres et des épicéas. Alors si on fait un peu... alors j'essaie de vous trouver des petits outils pédagogiques, mais là je n'en ai pas. Mais en tout cas, comment différencier un pin sylvestre d'un épicéa? Je vais essayer de vous montrer à travers la vidéo. Alors là, vous voyez, ici, vous avez un très beau pin sylvestre avec cette écorce orangée et un peu... Ce fût, le fût c'est le tronc, qui est dénudé vers le bas et qui est beaucoup plus feuillu vers le haut. Et juste ici, on va voir mon doigt, là on a un épicéa qui n'a pas cette couleur orangée sur le tronc et qui est beaucoup moins nu. Alors en fait on a un pin sylvestre juste là, on a le tronc d'un pin sylvestre, mais derrière en tout cas, ces branches un peu recourbées, on a des épicéas. Alors je vais essayer de vous trouver aussi une autre structure de détermination. Alors j'en ai trouvé une. Et est-ce qu'on va en avoir une deuxième? Je ne sais pas. Parce que là c'est des arbres qui sont jeunes. En tout cas c'est sur la forme des cônes. Donc des structures qui vont former les futures graines. Bon, si j'en trouve d'autres, je vous le montrerai. Mais voilà, on est sur des forêts plutôt de conifères, donc de résineux, une forêt assez dense. Alors je vais vous montrer aussi l'arrière, parce que là on est dans une sorte de trouée de la forêt, mais en fait la forêt est quand même particulièrement dense, comme vous le voyez, et qui est très très... Je vais vous reposer, je ne sais plus où vous étiez, vous deviez être là, voilà. Ça en tout cas c'est un cône de pin sylvestre, on voit c'est un petit cône qui est complètement fermé, qui n'est pas arrivé à maturité. Et donc les lichens, dans ces forêts, on va en trouver pas mal, mais en fait pas trop. Dans la mesure où les conifères, c'est des espèces d'arbres qui ont pour particularité d'avoir une écorce qui est acide, d'avoir des feuilles qui sont acides. Et en fait, toute la structure de l'arbre est acide. Ça agit comme un insecticide naturel à cause de la résine pour éviter d'être mangé par divers herbivores, divers insectes. Les feuillus sont beaucoup plus à même d'être attaqués par les herbivores parce qu'ils n'ont pas forcément de sève comme ça, acide, de sève très peu digestible. Par contre, ils ont des tanins qui sont leurs molécules de résistance. Et donc, ces feuilles, ces écorces, tous ces trucs acides ne sont pas hyper favorables à la pousse des lichens sur les écorces, ni à la pousse de grandes choses en fait. C'est des sols qui vont, quand ils vont accumuler ces feuilles, accumuler ces écorces, qui vont mettre du temps à se dégrader et qui vont s'empiler. Donc on n'a pas forcément une très grande diversité ici, mais on va quand même trouver pas mal de choses. Alors les lichens, déjà pour parler un peu de taxonomie, qu'est-ce que c'est? La définition qu'on a généralement, c'est une association symbiotique entre une algue et un champignon. Donc un lichen n'est jamais un seul organisme, c'est toujours plusieurs organismes. Et même cette définition,
elle est assez fausse en fait sur 2 points. Est-ce que je suis un peu flou, hein, on est d'accord, hein, c'est ce que je me disais depuis tout à l'heure. Voilà, je vais être un peu moins flou. Cette définition est assez fausse. Alors, je vais vous recadrer aussi, parce que là, vous n'êtes pas bien, mais oh, non, mais là, je vais arrêter la vidéo, c'est terrible. Bon, là, ça devrait aller mieux. Voilà, parfait. Donc, cette définition, elle est un peu fausse pour 2 choses. La première, pour le mot symbiotique. Alors, une association symbiotique, c'est une association durable et favorable pour les 2 protagonistes qui vont échanger ou des nutriments, de la matière organique, ou qui vont se protéger mutuellement. Donc ça, c'est une première chose. Or, pour les lichens, pour certaines espèces, c'est pas très juste. Un des arguments pour dire que c'est pas hyper juste, c'est que l'algue, on la retrouve parfois en dehors du lichen. Elle peut survivre en dehors du lichen de manière tout à fait correcte sur les mêmes substrats, donc sur des écorces, sur des pierres, sur des arbres. Et elle va vivre très bien, tandis que le champignon, lui, il ne peut pas vivre seul. Ce sont des champignons qu'on va uniquement retrouver dans ces associations. Donc on peut se dire que c'est une forme de séquestration. Donc la symbiose, on va voir à travers les exemples que je vais vous montrer là, qu'elle fonctionne dans de très nombreux cas, mais qu'il faut garder en tête cette petite subtilité que l'algue, comme elle peut vivre seule, elle n'est pas forcément dans une association symbiotique. On va plutôt appeler ça une association commensaliste, où on a un individu qui a qui obtient des choses favorables et un autre individu qui n'obtient pas forcément grand-chose. C'est l'idée de l'association commensaliste. Et dans notre définition, association symbiotique entre une algue et un champignon, la deuxième chose qui n'est pas forcément juste, c'est l'algue. C'est-à-dire que l'algue n'est pas toujours le deuxième symbionte. Ça peut être une bactérie, voire ça peut être un champignon, une algue et une bactérie ensemble. Et même on se rend compte de plus en plus que les lichens seraient en fait cette triade plutôt que ce duo. Donc déjà il faut avoir ça en tête pour un peu mieux comprendre les lichens. Et donc quand on définit un lichen, comme vous l'avez peut-être compris dans ce que j'ai raconté, on le définit uniquement à partir du champignon. Parce qu'il y a un seul champignon pour plusieurs algues. Et ce champignon, il va être unique parce qu'il va produire aussi des composés uniques. C'est-à-dire que dans cette association, on va avoir l'algue ou la bactérie qui va, par photosynthèse, produire des sucres que le champignon va capter et va partager donc avec les algues. Tandis que le champignon, lui, il va absorber l'eau et les sels minéraux de son environnement pour lui-même et pour l'algue. Et il va aussi protéger l'algue dans la structure qu'il crée. Parce que l'ensemble de la structure, c'est une sorte de prison en fait pour algues. Alors là, je vais vous prendre un exemple de lichen. Hop, pour vous montrer. Voilà. Hop. Alors ça, c'est Pseudevernia furfuracea. C'est un petit lichen. Voilà. Hop. Je vais vous faire la mise au point dessus, comme ça. Alors on reconnaît ce lichen parce que sur le dessus il est blanc et sur le dessous il est noir. Et donc on a ces structures dans lesquelles en fait le champignon est tout autour d'une algue qui est à l'intérieur. Alors c'est sur une couche extrêmement fine. On n'a pas des lichens qui sont énormes, qui sont très larges. C'est vraiment sur une petite lame où on va avoir des algues qui sont compressées dans le champignon. En fait, on va avoir un cortex, une médulla, un cortex. Et dans cette médulla, on a des filaments qui vont entourer les algues ou les bactéries. Bon, pour le reste de la vidéo, je vais parler uniquement d'algues, mais vous aurez compris que les bactéries sont aussi incroyablement importantes pour ce groupe. Et donc, on va souvent dire qu'on va avoir un photobionte, donc un organisme photosynthétique qui va produire des glucides, des sucres, avec un organisme hétérotrophe, donc un champignon qui ne peut pas produire sa propre matière organique, qui est obligé d'en chercher. Et donc, l'association symbiotique repose sur cet échange de sucre pour les algues et cette protection et échange d'eau et de sels minéraux du champignon vers l'algue. Voilà, ça c'est une
Première chose, et donc on définit les lichens uniquement à partir du champignon qui vont produire quand même s'ils ne produisent pas des sucres, des métabolites secondaires, donc des molécules qui ne sont pas indispensables pour la survie, qui sont un peu issues d'une... Oh, c'est rigolo ce qu'il y a là. Je sais pas ce que c'est une sorte de mousse un peu bizarre. Bref, je me perds, excusez-moi. Des métabolites secondaires. Donc ça va être des acides glycéniques et d'autres molécules. Alors c'est surtout des acides glycéniques. Après il y a autre chose. On va en reparler à travers les autres exemples. Et donc la classification se fait à partir de ce champignon. Et comment on va les déterminer? On les détermine souvent chimiquement. C'est-à-dire que chaque champignon du lichen, de ces associations glycéniques, vont produire un seul acide glycénique ou plusieurs, et donc ces acides glycéniques peuvent réagir avec de l'alcool, avec de l'eau, avec de l'acide chlorhydrique, former souvent des couleurs, en fait, vraiment des composés colorés qu'on va pouvoir associer avec une espèce donc de lichen in fine. Et donc ce sont souvent des ascomycètes. On a dans les groupes des champignons, dans le grand groupe des champignons, on a deux grands groupes qu'on connaît bien. Des groupes qui produisent en fait ces sporophores, donc les structures que l'on mange du champignon. On a les basidiomycètes et les ascomycètes. Donc basidiomycètes, c'est ceux qui forment les structures que l'on voit et que l'on consomme souvent avec des lamelles ou des mousses en dessous du chapeau. Et les ascomycètes, ce sont des champignons qui ont d'autres structures pour protéger leurs spores et qui ont souvent une structure différente du champignon qu'on a en tête quand on le consomme. Voilà. Et donc dans les lichens, on a quand même 4 grandes classes de lichens que l'on va pouvoir séparer. Donc je vais vous montrer la première classe. Alors c'est une classe où souvent on a l'habitude d'y passer vraiment à côté tous les jours. Dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel environnement, on retrouve ces lichens partout. La première classe de lichens sont les lichens crustacés. Alors pourquoi crustacés? C'est parce que ce sont des lichens qui sont incrustés, qu'on ne peut pas toucher vraiment. En fait, on ne peut pas les séparer en réalité. On peut pas, on ne peut pas vraiment les séparer, ils sont vraiment incrustés dans un substrat. Souvent sur un substrat rocheux, on peut les retrouver sur d'autres substrats, sur des écorces. Mais en tout cas, voilà, les lichens, substrats rocheux, des écorces, ils s'accrochent à peu près partout par des structures qu'on appelle les rhizines ou par directement les filaments mycéliens qu'il y a dans le cortex. Donc là, on voit différentes espèces, des espèces un peu blanchâtres, un peu laiteuses, d'autres qui font ici, vous le voyez, des petits points noirs avec une structure, avec une forme que l'on peut détourer. Et là, on en voit d'autres qui sont très jolies, qui forment vraiment des taches sur cette roche avec les petits points noirs que l'on voit ici, qui sont les structures de reproduction sexuée de ces lichens, qu'on appelle des soralies. Non, des apothécies, pardon, des apothécies, excusez-moi. Les soralies, c'est pour la reproduction asexuée. Donc on a ces lichens crustacés, qui sont la première classe de lichens qu'on peut rencontrer. Et vraiment, ceux-là, on les rencontre partout, on les croise tous les jours. On les confond souvent avec du chewing-gum écrasé. Pourtant, ce ne sont pas du chewing-gum écrasé, ce sont vraiment des êtres vivants. Et je dis bien des êtres vivants parce que c'est plusieurs êtres vivants dans une même structure. La deuxième classe, c'est les lichens foliacés. Alors, je vais éviter de me casser la gueule. Alors, c'est peut-être pas le meilleur exemple que je vous trouve ici, mais c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc, Pseudévernia furfuracea. Je vais peut-être vous le montrer autrement que comme ça, parce qu'en fait, on ne les voit pas très bien. Ah oui, ici. Voilà. Hop, des lichens foliacés. Alors là, on est vraiment entre les lichens foliacés et l'autre classe dont je vais vous parler. Mais en tout cas, c'est des lichens qui forment des feuilles, mais qui sont toujours collés à un substrat, des sortes de feuilles. Parce que ce n'est pas vraiment des feuilles, on l'aura bien compris. Hein. Qui forment des sortes de feuilles, ils sont accrochés à un substrat et ils sortent un peu du lot, mais ils sont toujours bien accrochés. Ils n'ont pas un seul point d'accroche, ils en ont plusieurs. Là, on le voit bien. C'est que vraiment celui-là, hop, si ça veut bien faire, celui-là il est tout petit, mais en tout cas, il y a juste
hop, une structure qui sort, mais après il est bien accroché à son substrat. Et donc la dernière classe, je vais vous en trouver des vraiment très caricaturaux de cette classe. Alors je ne sais pas s'il y en a là, mais on va en trouver là-bas sur les arbres morts. Alors c'est la dernière classe caricaturale des lichens. Après, il peut y avoir des sous-classes, voilà. Quand je parle de classe, c'est pas des classes taxonomiques, c'est plutôt des groupes en fait, des groupes larges qui nous permettent de ségréguer un peu nos lichens quand on veut les identifier. C'est les lichens fruticuleux. Alors ceux-là, on les voit souvent dans les films d'horreur, c'est des lichens un peu barbus qui ont un seul point d'attache et en fait tout le corps lichénique est en dehors, il pend, il est vraiment pas accroché à un seul point. Alors on en a un peu des barbus ici, on les voit, ils sont un peu plus grands. Et donc ce qu'on appelle des usnés. Donc là ils sont très jolis, avec juste des tout petits filaments comme ça, qui sont aussi des structures où on va avoir un champignon avec une algue au centre. Et ceux-là ils sont vraiment très caricaturaux parce que c'est comme une part de gâteau, une sorte de gâteau fourré, où on a mes deux doigts, on va dire c'est le cortex, et au centre c'est la médula avec les algues à l'intérieur et les filaments. Voilà. Et la dernière classe, où c'est un peu une classe fourre-tout, où on met un peu les lichens qu'on a du mal à caractériser, c'est les lichens complexes. Alors je vais éviter de me péter la gueule. Alors là, voilà des lichens complexes, des bryonia, qui forment ces tapis un peu, comme des mousses en fait, mais ce sont bel et bien des lichens. Je vais en prendre un morceau, où on est vraiment... ça ressemble à un lichen fruticuleux, effectivement, mais on est vraiment de l'ordre de la mousse, quoi. On est dans des sortes de micro-plantes. Et dans ces lichens complexes, on a aussi des lichens qui sont un peu plus gélatineux. Ceux-là, voilà, des lichens qui vont vraiment aimer les milieux très humides, qui sont beaucoup plus étranges, qui forment des sortes de cônes ici. Alors, est-ce que ça veut bien faire la mise au point? Hop, voilà. Qui forment des sortes de cônes avec l'apothécie terminale, qui est la structure reproductrice, qui forme une sorte de vase, ici, où on va avoir les spores qui vont s'échapper. Donc, là, on a vu les 4 grands groupes de lichens. Donc, les lichens crustacés, les lichens foliacés, les fruticuleux et les complexes. Complexes fourre-tout. Bon, on retient, mais c'est pas les plus importants. Alors, avant de passer peut-être aux anecdotes qui vont vous intéresser le plus sur ces lichens, on va parler un peu des modalités de reproduction de ces êtres vivants. Alors, ils ont 2 modalités, une modalité asexuée et sexuée. Donc, asexuée, ils vont prendre un morceau d'eux-mêmes, donc avec une algue et un champignon, qu'ils vont balancer et qui va prendre le vent et qui va se disperser comme ça. L'autre modalité de reproduction, c'est la modalité sexuée, où là on va avoir un spore de champignon, qui va aussi être projeté par le vent et qui va, de manière probabiliste, choper une algue et ensuite se mettre sur un substrat et se développer. Donc, je vous ai montré juste à l'instant la structure de reproduction sexuée, donc de ces bryonia, qui forment ces coupelles ici, où en fait on va avoir à l'intérieur les spores qui vont ensuite se volatiliser, littéralement. Et ensuite, on appelle les apothécies. Et ensuite, on a les structures asexuées. Alors tout à l'heure, j'en avais vu pas mal par là. Voilà, ici. Est-ce que... Ouais, je vous montre. Alors vous voyez ici, ce lichen, il est un peu différent des autres. Il est un peu plus grisâtre. En fait, toutes les petites branches qu'on voit, les minuscules branches qu'il y a ici, en fait, ce sont des morceaux de lichen qui vont se casser et qui vont aussi se volatiliser, qu'on appelle des souralis, et qui vont permettre à ce même lichen de se disperser un peu partout. Donc en fait, c'est une même espèce de lichen qui va se casser, donc avec un morceau d'algue, un morceau de champignon, et qui vont être projetés dans la nature. Ensuite, partir ailleurs et potentiellement recouvrir un arbre, recouvrir d'autres endroits.
Alors maintenant qu'on a discuté de tout ça, je vais vous raconter quelques anecdotes sur les lichens. Alors j'ai la première anecdote, je vais essayer de le retrouver, je l'ai vu tout à l'heure. C'est une anecdote que j'aime beaucoup parce qu'elle est très rigolote. Alors, est-ce que je vais le retrouver? Si je le retrouve pas, c'est pas grave, je vous en ferai un réel, mais je l'ai trouvé. C'est un tout petit lichen jaune là. Alors ce lichen jaune, c'est un lichen qui a un composé particulier à l'intérieur de lui. C'est une molécule qui est extrêmement toxique, extrêmement mortelle pour les chiens, les loups et même grosso modo l'ensemble des herbivores. Cette molécule jaune, je vais vous remontrer. Hop, il est là. Qui donne cette couleur jaune au lichen, donc appelle un des métabolites secondaires du lichen, et qui ont été utilisés pendant très longtemps par les bergers pour tuer des loups. Donc ils mettaient des appâts pour les loups avec ce lichen à l'intérieur et ça les tuait pour éviter que leur troupeau ne soit attaqué. Par les renards aussi, par les loups, par tous les canidés. Extrêmement toxique, même pour l'homme extrêmement toxique, pour je pense l'ensemble des vertébrés. J'ai du mal à me souvenir du nom de la molécule, mais en tout cas, voilà, ces lichens jaunes étaient utilisés pour éviter que les troupeaux ne soient bouffés par des grands carnassiers. Un autre lichen qui est extrêmement important, ici on est en Suède, on est dans des pays scandinaves, on est au sud de la Suède, on est à côté de Stockholm. Donc ici c'est pas très important, mais pour l'élevage de rennes et pour les troupeaux de rennes, ça c'était le lichen le plus important parce que c'est un lichen qui est consommé par les rennes et qui peut même être consommé par l'homme. Il y a beaucoup de lichens que l'on peut manger, en tout cas les lichens fruticuleux, parce que vous aurez bien compris que les lichens qu'il y a là-bas, les lichens crustacés, on va pas racler nos dents sur la roche. Mais en tout cas ceux-là, on va appeler les lichens des rennes parce que c'est une des sources de nourriture majoritaire de l'endroit où vivent les rennes. Alors, pourquoi c'est une ressource de nourriture majoritaire? Parce que dans ces milieux de grand froid, je vais vous reposer, je vais vous mettre là, encore dans la mousse. Oh, j'essaie de ne pas me péter la gueule. Dans ces milieux de grand froid, on a peu de plantes qui poussent, des plantes souvent qui sont difficiles à manger, difficiles à digérer. Mais par contre, le lichen, ça reste du coup un organisme qui est relativement mou, qui sent bon. Il sent vraiment le champignon. En tout cas, là, ça sent vraiment la forêt. Bon, il y a un mélange de mousse, donc c'est un peu une odeur biaisée. Hein. Mais on a vraiment cette odeur de champignon. Et quand il est humide, c'est vraiment quelque chose qui doit être très agréable à manger. Donc ça, c'est le lichen des rennes. C'est du genre Bryonia. Donc c'est un genre relativement commun de tous ces lichens un peu complexes. Et qui donc une source de nourriture hyper importante, en tout cas dans les pays nordiques et en Laponie. Voilà, donc ça c'est une première chose avec ces lichens. Et une troisième anecdote qui est quand même l'anecdote la plus intéressante. Alors pourquoi les lichens sont ultra importants? C'est parce que, comme on le voit avec les lichens crustacés, c'est les premiers êtres vivants qui vont coloniser la roche. Il n'y a pas grand chose d'autre. Il n'y a en fait presque aucune plante qui ne colonise la roche sans rien. Une roche nue, la mousse ne va pas la coloniser. La mousse a besoin d'un petit substrat, au moins d'un peu de terre, pour pouvoir se fixer. Le lichen, lui, n'en a pas besoin. Ces filaments mycéliens arrivent à s'incruster dans la roche, ou même on a des rhizines qui peuvent produire des métabolites secondaires pour se fixer à la roche. Les acides licheniques vont broyer petit à petit la roche, ou même par gonflement du lichen vont la fractionner. Ça c'est pour capter les minéraux dont le champignon et l'algue ont besoin. Et petit à petit ça va former de la terre, ça va former un sol. Et ensuite on va avoir les mousses qui vont pouvoir coloniser. Et petit à petit les mousses vont elles-mêmes fracturer cette roche et la transformer en sol par décomposition aussi de la mousse sur ce substrat. Et donc au final,
On va pouvoir ensuite avoir des plantes vasculaires, des fougères, des plantes à fleurs qui vont pouvoir, des pins, des arbres, etc., qui vont pouvoir se fixer sur ce sol et produire tous les sols que l'on connaît aujourd'hui. Donc tous les sols agricoles que l'on a, tous les sols qui nous permettent de manger, littéralement, ont été à un moment donné des sols qui viennent des lichens. Ça, c'est quand même assez fou de s'en rendre compte, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde cette forêt, on a l'impression qu'il y a de la mousse partout et que ce sol est une ressource donnée, mais en fait, c'est une ressource extrêmement fragile qu'on est en train d'éroder extrêmement vite. Il faut à peu près 10 000 ans pour former 1 mètre de sol. 1 mètre de sol, c'est pas très grand. 1 mètre de sol, c'est ça. Donc avec 1 mètre de sol, on peut produire dessus des plantes qui ont un système racinaire je sais pas, il y a une mouche qui est passée, plutôt pas très grand, plutôt petit. Mais autrement, si on continue à éroder nos sols de la manière dont on les érode aujourd'hui avec nos pratiques de culture, on va en perdre extrêmement vite. Et donc tous ces sols, on les doit en fait à la base au lichen. Et donc par exemple, aujourd'hui, ça on le voit encore, après une éruption volcanique, les premiers êtres vivants qui vont venir s'installer sur le basalte, la roche magmatique, c'est les lichens qui vont progressivement produire un nouveau type de sol. Voilà, donc tout le monde s'en fout, pas moi. Là, c'est vraiment l'idée. Là, le lichen, on ne s'en fout pas. Justement pour ça, pour des raisons aussi alimentaires qu'on a vues, et pour des raisons culturelles, comme par exemple pour ces bergers. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus utilisé, j'imagine pas. Peut-être dans certaines... Enfin, les lichens, en tout cas, en termes d'utilisation médicinale, d'utilisation culturelle, ça reste quand même assez marginal par rapport aux enjeux sperme et aux plantes vasculaires. Voilà. Et la dernière chose que j'ai envie de vous raconter, c'est quand même l'utilisation des lichens comme biomarqueur de la qualité de l'air. Alors qu'est-ce qu'un biomarqueur? C'est un organisme qui va donner une idée plutôt globale de la qualité d'une chose, de la qualité de l'eau, de la qualité de l'air, en fait de la pollution générale. Et donc on parle plutôt d'un biomarqueur, ça serait plutôt une molécule. Donc ça c'est plutôt un organisme biologique qui va nous permettre d'avoir une idée de la pollution. Il y a un nom spécifique, je ne m'en souviens plus, je m'excuse. Mais l'idée de biomarqueur, c'est ça, c'est un organisme, une molécule qui va permettre de spécifier un point particulier de pollution, un point chimique, grosso modo. Et pourquoi les lichens? Alors les lichens, du coup, ce sont des biomarqueurs de la qualité de l'air. Et pourquoi ce sont de très bons biomarqueurs de la qualité de l'air? C'est parce qu'ils ont un mode de vie fixé. Et que, comme ils ne bougent pas, et qu'ils ont besoin, en tout cas pour les lichens qui sont sur les arbres, des minéraux qu'ils vont recevoir par l'air, par le transfert de matières minérales par des courants aériens, etc. Et par la pluie en particulier, ils vont avoir besoin de l'eau pluviale pour obtenir leur eau, qui sont le constituant majoritaire de leur corps, en tout cas sur les écorces. Parce que après, comme les bryoniens vivent sur de la mousse, etc., l'eau, ils peuvent l'obtenir à partir du sol également. En tout cas, la plupart des lichens qui sont sur les écorces, l'eau, elle est absolument nécessaire de l'obtenir à partir de la pluie. Et donc dans cette pluie, il y a tous les polluants atmosphériques qui se mélangent, les métaux lourds, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre, tous les polluants qui viennent de notre industrie, et donc qui vont s'écouler sur les troncs et in fine sur les lichens. Et donc eux, quand ils vont accumuler cette eau, ils peuvent accumuler aussi les polluants qu'il y a à l'intérieur. Et donc en ville, qu'est-ce qu'on voit? On voit très peu de lichens en fait. J'allais dire, on voit de nombreux lichens disparaître. En fait, on ne les voit pas parce qu'ils ne sont plus là ou pas là du tout. Alors qu'en forêt,
on va avoir cette diversité de lichens que je vous ai montré. Des lichens crustacés, des lichens foliacés, des lichens fruticuleux. En ville, si vous faites attention, on verra surtout des lichens crustacés et des lichens foliacés sur certaines écorces d'arbres. Mais en règle générale, en fait, on en voit assez peu des lichens parce que toute la circulation qu'on a en ville, avec le rejet de dioxyde d'azote, une grande quantité de protoxyde d'azote aussi, de dioxyde de soufre, de métaux lourds, etc. dans l'air, font en sorte que, in fine, peu de lichens arrivent à se développer en ville. Il n'y a que certains lichens qui sont biorésistants à la pollution, qui vont pouvoir convenablement survivre en ville. Alors que ici en forêt, quand on jette un coup d'œil uniquement au paysage forestier, on voit que la couleur est quand même très définie par les lichens. Ce tronc ici reste quand même assez blanc parce qu'il y a tout un gradient de lichens presque. Et même là, ces arbres morts, ces épicéas morts, ils sont plutôt blanchâtres et grisâtres à cause des lichens qui poussent dessus. On a différents lichens qui vont être résistants à la pollution et d'autres qui vont être beaucoup plus sensibles à la pollution. Et donc des lichens très sensibles à la pollution, je les ai montrés tout à l'heure, c'est les usnés. Les usnés et de nombreux lichens fruticuleux sont en fait très peu résistants à la pollution. Là, on en voit des gros ici. Je sais pas si voilà, celui qui se balance là, je sais pas si vous voyez. Très peu résistants à la pollution et ils ne vont pas être du tout présents en ville. Et beaucoup de réseaux de participation citoyenne comme Lichen Go utilisent les lichens pour avoir une première idée de la qualité de l'air. Et en plus, l'utilisation des lichens comme marqueur de la pollution, ça permet aussi de comprendre à quel point les organismes vivants sont impactés par cette pollution aérienne. Parce que si on mesure cette pollution, si on mesure la quantité de N2O dans l'air, on ne sait pas à quel point les plantes, les animaux, les organismes terrestres et aquatiques sont impactés. Alors que savoir comment sont les communautés de lichens, ça nous permet de dire déjà qu'on a certains organismes qui sont impactés par la pollution. Alors, l'impact, on ne le voit pas, on le caractérise un peu a posteriori, parce que juste, on va voir des lichens, on va voir leur communauté, on va voir l'ensemble des espèces qui sont présentes ou absentes, et on va pouvoir dire, ben voilà, ce milieu est plutôt pollué ou plutôt pas pollué. Ça nous permet de dire, déjà, d'avoir une idée de à quel point les organismes vivants en ville sont résilients à la pollution aussi. Alors la résilience, c'est la capacité des organismes à se remettre d'un événement. Alors ça peut être un événement de pollution, ça peut être un événement climatique, mais en tout cas, à Paris par exemple, je serais très curieux de savoir quelle était la communauté de lichens avant Anne Hidalgo et la communauté de lichens après Anne Hidalgo, dont la politique a quand même favorisé une diminution de la pollution à l'intérieur de Paris qui est quand même assez impressionnante. Et donc les lichens pourraient être des marqueurs du retour d'une sorte de biodiversité et en tout cas du retour d'un meilleur milieu de vie pour l'ensemble des organismes vivants qui vivent dans Paris, mais aussi pour nous. Parce que se dire que les lichens reviennent, que certaines espèces reviennent, c'est aussi se dire que pour les organismes vivants, on a une meilleure qualité de vie. Voilà, je ne sais pas si c'était très clair. Alors j'avais envie de vous parler aussi d'une espèce de lichen, qui est une espèce de lichen pollulotolérante, c'est-à-dire qu'elle est résistante à la pollution. Xanthoria parietina, qui est quand même une espèce de lichen très commune. Alors, j'en ai pas vu, donc je ne vais pas vous la montrer, je ne vais pas vous en parler. Je pense que je vais en faire un réel dans pas longtemps si j'en vois une. Parce que là, on touche à l'utilisation des lichens pour le biomédical, en particulier pour la recherche pour le cancer. Donc, ça reste quand même des lichens très utiles. Mais en tout cas, voilà, moi je crois que je vais vous laisser. Il commence à faire froid. La vidéo dure 34 minutes, donc vous allez avoir de quoi regarder. J'espère que les lichens vous ont intéressé. J'espère que
Vous allez peut-être être curieux, curieuse et que vous allez approfondir sur les lichens. Et en tout cas, moi, eh ben, je vous dis à la prochaine et ne vous en foutez pas de la nature et des choses. Soyez curieux et curieuses.